Bonjour, je suis Alexandra Victoire et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission à la rencontre des auteurs des éditions Maya. Pour ceux qui ne connaissent pas, Maya est une maison d'édition française innovante qui permet à des primo-auteurs comme moi de publier plus facilement et plus rapidement leur premier roman avec un contrat pour compte d'éditeur. Maya, c'est aussi une maison d'édition qui permet aux auteurs de s'exprimer librement grâce à une totale liberté d'écriture. Ce qui fait la richesse de Maya, vous l'aurez compris, c'est la diversité des profils de ces auteurs. Car ce qui compte chez Maya, c'est d'avoir du talent et c'est d'avoir une bonne histoire à raconter qui plaira au lecteur. Je vous propose donc à travers cette série d'épisodes de découvrir ces œuvres, ces histoires, ces personnes, mais aussi leur parcours de vie. Et sans plus attendre, je vous propose de partir à la rencontre de Marion Rouillet, autrice du livre Solide, un témoignage poignant. C'est l'histoire d'une jeune femme pleine de rêves qui part au Brésil et dont un drame inattendu vient marquer sa vie. Et merci Marion d'être ici avec nous aujourd'hui. Solide est un livre vraiment très poignant qui m'a beaucoup marqué car c'est l'histoire d'une jeune femme qui part en échange à Rio de Janeiro. Et moi-même, j'ai connu le Brésil à travers un échange universitaire. Je voudrais juste, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, que vous nous racontiez qui était justement cette jeune fille, cette jeune femme qui s'apprêtait à partir au bout du monde pour vivre son rêve. À l'époque, donc avant l'accident, j'étais quelqu'un qui vivait la vie à 100%, à 100 à l'heure. Je venais à peine de finir ma licence d'architecture à Toulouse. Je suis originaire de Bretagne et je n'avais déjà pas peur de partir à 600 km de chez moi. Et là, donc, il m'a fallu choisir une destination pour le Master 1 d'architecture. J'ai choisi Rio, j'ai choisi le Brésil. Le Brésil, c'était la fête. C'était la culture la plus différente et la destination la plus loin de la France que je pouvais connaître. Et je voulais être complètement dépaysée. Et aussi, tu étais passionnée, je crois, de sport nautique, de différents sports. Depuis que j'ai 10 ans, je fais du kitesurf avec mes parents, mon père et mes frères. Je faisais énormément de natation, de sport en tout genre, de sport co, mais aussi aller me baigner en Bretagne. C'était quelque chose qui était inné dans mon éducation. Donc Rio de Janeiro était la destination parfaite pour toi. Et tu avais quel âge quand tu es partie? Quand je suis partie, j'allais avoir 21 ans. Très bien. Et comment s'est passé du coup ton arrivée à Rio de Janeiro pour passer un an dans cette destination de rêve? Au départ, j'étais excitée, j'en pouvais plus, j'avais trop hâte. Il s'est passé 10 petits jours où il faisait pas très beau parce qu'en août, c'est l'hiver à Rio et il faisait 25 degrés quand même. Il peut faire un temps humide pendant plusieurs jours, c'est ça, effectivement. exactement. Il faisait un peu gris. On va dire que j'étais un peu dans l'attente de la vraie image que je me faisais de Rio. Je me suis acheté une planche de surf et je me suis inscrite dans un club de rugby à Rio et j'allais à mon premier entraînement de rugby sur la plage de Botafogo. Très bel endroit. Exactement. Et ce soir-là, le jeudi 24 août, je me suis fait renverser par un pick-up sur la grande route. Juste devant la plage. C'est ça, l'avenue des États-Unis. Et du coup, tu te fais renverser par cette automobile, je crois, qui roule assez vite. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il y a des gens autour de toi, les secours arrivent, comment ça se passe? Alors, moi, je n'ai aucun souvenir. Mon cerveau, il a vraiment fait une totale coupure de ce moment-là. Mon dernier souvenir avant l'accident, c'est d'acheter ma planche de surf le midi, donc 6 heures avant.
On m'a raconté, puisque des passants m'ont sauvé, que c'était un pick-up qui m'a renversé à plus de 100 km/h. Et les passants m'ont sauvé. Ils ont appelé les secours pour moi, qui sont arrivés 3/4 d'heure après mon accident. On m'a directement transféré à l'hôpital Miguel Couto. Donc un hôpital public C'est ça. du Brésil. On m'a hospitalisé, on m'a opéré pendant plus de 12 heures avec un pronostic vital engagé pendant plus de 24 heures. Et est-ce que tu te souviens, toi, du moment de l'accident, de ce moment d'attente? Rien. Je Tu ne n'as me souviens de rien. tu n'as aucun souvenir. Tu n'as que Non. ce qu'on t'en a raconté. Ouais, c'est ça, exactement. Je n'ai aucun souvenir pendant plus de 1 mois, puisque 2 jours après l'accident, mes parents sont prévenus et je suis moi dans le coma pendant 1 mois. Tu es resté plus d'un mois dans le coma. Et du coup, alors, je suis pas spécialiste médical, mais quand tu restes plus d'un mois dans le coma, ça peut du coup avoir des conséquences graves. Et Bien donc sûr. j'imagine qu'effectivement l'attente pour tes parents, C'est quelque chose d'horrible. S'il n'y a pas de mots, le coma, chaque jour compte. Et chaque jour de plus dans le coma, on va venir perdre en motricité, en, on va perdre en action neuro. Enfin, chaque jour compte vraiment. Mm. Donc pendant 1 mois, mes parents vont tous les jours venir à l'hôpital me voir et espérer que je me réveille. Je m'imagine, en fait, je repense que ce qui est très intéressant dans ton livre, justement, c'est le point de vue que tu prends. En fait, comme tu as peu de souvenirs ou pas de souvenirs de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tu te mets dans l'empathie de tes parents. Oui. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis maman aussi de plusieurs enfants, et j'imagine quand tu retranscris très bien la douleur en fait qu'on peut ressentir. Ouais. Qu'est-ce qui a fait justement que tu as eu envie d'écrire ce livre et quelles ont été tes intentions dans l'écriture de ce livre et comment aussi est né ce livre chez toi? Là, ce que j'ai raconté, c'est le tragique combat de mes parents et de mes proches. Mais pour moi, le combat a commencé après. Il a commencé au réveil du coma et après, il s'est passé 2 ans de rééducation où j'ai appris à marcher, à manger, à parler, à tout faire tout seul. Et c'est ce combat qui, à la base, euh, était quelque chose qui était introverti et que j'ai écrit petit à petit pour me défouler, pour me décharger. Et toutes ces notes, il a fallu que j'en fasse quelque chose. Tu as commencé à écrire, tu étais à l'hôpital, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, tout simplement, j'arrivais pas à parler. Donc, pour plein de choses, m'a fallu écrire. Pour me défouler, il a fallu aussi écrire pour expliquer à quel point j'étais énervée par plein de choses. Il a fallu me décompresser. Donc j'ai écrit. Et pendant toute ma rééducation au centre aussi, j'écris. Ça m'a permis vraiment de m'apaiser sur plein d'aspects de la vie. Tu ressentais quoi? Tu ressentais la colère, la tristesse, la J'ai douleur? plusieurs phases, comme un deuil. Ça a été vraiment la tristesse, l'acceptation, le deuil, enfin la colère aussi. J'ai été très en colère pendant très longtemps. Et est-ce que l'écriture t'a permis de diminuer un peu cette colère? C'est le fait d'écrire sur le papier, c'est le fait d'en parler aux autres? Qu'est-ce qui t'a le plus fait du bien? Le plus simple, ça a été d'écrire pour moi. Ça m'a aidé à décharger mes émotions sans faire du mal à mes proches. Sans avoir une parole trop lourde pour mes proches ou les personnels de santé. Écrire, ça m'a permis de garder pour moi certaines paroles qui auraient pu être trop dures et que j'aurais regretté après. Tu veux dire parce que tu avais besoin parce que tu étais en colère justement. Oui, j'avais besoin de décharger, j'avais besoin
d'expliquer à quel point j'étais dans un mal-être puissant. Et de raconter finalement aussi, de raconter mon expérience, de raconter mon témoignage qui finalement, Un mois. quand on a été pendant un mois dans le coma et qu'on se souvient de rien, le cerveau, il a vraiment du mal à avancer, à se créer des propres souvenirs. Et après, on est sans cesse traumatisé par cette non-explication de son état en fait actuel. Tu veux dire, parce qu'en fait, tu as, je pense que tu as eu beaucoup de traumatismes d'affilée. Bah, le traumatisme de l'accident, le traumatisme de voir un rêve partir en fumée. Tu es rentré dans le livre, tu décris comment tu aussi le retour en France, ça a été très très compliqué, j'imagine, les enchaînements d'hôpitaux. Et puis après, il y a l'espoir aussi, ou la préoccupation physique, la Oui, douleur physique. Et toi, tu dis qu'en fait, au final, ta plus grande souffrance, elle a été surtout mentale et la peur, peut-être, la panique de voir ton cerveau qui ne fonctionne pas également c'est ça. de la même Oui. manière qu'il fonctionnait avant. De ne pas pouvoir contrôler ses pensées, de ne pas pouvoir contrôler son corps, être bloqué dans son corps. C'est Ouais, vraiment quelque chose qui restera le plus traumatisant. oui, tu disais effectivement, tu avais l'impression que ton cerveau envoyait des messages à ton corps et ton corps voulait pas répondre. C'est ça, Et ça, c'est exactement. déstabilisant. Tu te demandes si un jour ça. La parole, je l'avais dans mon cerveau, dans ma tête, je l'avais, mais je n'arrivais pas à sortir les paroles que je voulais au moment T. C'est l'impression d'être bloqué dans mon corps et de ne pas réussir à me faire comprendre des autres. C'était ce qui était finalement le plus dur, je pense. Et à partir de quel moment tu t'es senti capable du coup d'écrire et de prendre ton stylo? Est-ce que ça a été plus facile pour toi de recommencer à parler ou de recommencer à écrire? Recommencer à parler était un travail, un entraînement qui a été tous les jours. J'étais avec une orthophoniste, j'étais avec mes parents, avec mes proches à essayer de parler. Donc ça a été vraiment très très difficile, mais c'est revenu assez vite. Et d'écrire, ça m'a permis de faire un peu un double travail entre ce que je disais aux autres et ce que je gardais pour moi à l'écrit. Euh, Parce qu'en fait, essayer de rassurer les autres. oui, beaucoup. J'ai eu une culpabilité énorme à, à, à faire souffrir les autres, mes proches, mon entourage. Et je m'en voulais énormément de ça. Même si j'ai fait énormément de thérapie pour savoir que non, je n'étais pas coupable. Mais enfin, c'était contre moi. Je ne pouvais pas faire autrement que de me sentir mal. Il a fallu rassurer et prendre un peu mon rôle, mon masque de clown et de rassurer tous mes proches, de leur dire que tout allait bien Mm. pendant que j'écrivais Alors qu'en fait, tu souffrais à l'intérieur, mais en oui, fait, tu voulais rassurer tout le monde mais il sans me savoir ce qui fallait, allait se oui, passer, quoi. exactement. Il m'a fallu beaucoup écrire mes vraies pensées, on va dire. Et la sortie de ce livre avec les éditions Maya a été très poignante pour moi parce que c'était mes vraies pensées qui étaient enfin sorties aux yeux de mes proches parce que ils ont pas eu toute cette vision, euh, tout ce, tout ce mal-être, ils n'ont pas connu ça. Tu ne t'étais pas dévoilé et du coup, tu t'es dévoilé dans ce livre. Du coup, est-ce que ça t'a fait peur, justement? Parce qu'écrire, c'est une thérapie, mais après, le montrer aux autres, C'est ça. c'est autre chose. Je pense que écrire, déjà pour moi, ça m'a fait énormément de bien, mais le fait que le livre sorte et soit dévoilé aux yeux du reste du monde, de mes proches surtout, ça a été quelque chose de très important pour moi, puisque enfin, ce mal-être était sorti. Ce mal-être, elle est partagée finalement. Mhm. Donc ça a été, j'ai eu très peur des réactions
Par exemple, mon père n'a toujours pas lu mon livre. Ton père ne l'a pas lu? Non. Incroyable. Moi, j'ai commencé, j'avais pas l'intention de le lire en entier. J'ai commencé à lire les premières pages. On n'arrive pas à s'arrêter. Ma mère, elle a lu. Qu'est-ce qu'elle t'en Euh, a pensé? Ma mère, bah, elle connaît l'histoire. Elle connaît tout. Je pense que c'est une des personnes qui connaît le plus ce que j'ai ressenti, puisque c'est elle qui venait le soir à l'hôpital Elle est quand venue, hein, je... ils sont venus tout de suite à Rio de Janeiro, non? Oui, Ils sont restés à ton dès le chevet. surlendemain de l'accident. Et c'est elle qui venait pendant les mois qui ont suivi me rassurer parce que je faisais des cauchemars et des crises de panique le soir. Et c'est elle qui venait après l'appel téléphonique des aides-soignantes pour venir à l'aide en fait, pour me venir à l'aide et pour me rassurer comme un petit bébé qui n'arrive pas à se contrôler tout seul. Elle avait pris des notes, il me semble aussi, pendant ton Exactement. coma. Et ces notes C'est t'ont aidé dans la construction de ton livre ou Oui, dans la c'est ce qui compréhension? m'a permis de me reconstruire après un mois d'amnésie totale. Ma mère a écrit tous les jours dans un cahier, comme une mère avec son nourrisson qui note le nombre de tétés, l'heure de la prise de Elle médicaments, vérifiait le etc. travail des médecins. Elle accompagnait de Elle près. faisait Voilà. tout, elle faisait tout. Et dans les carnets, c'était assez fou puisqu'elle mélangeait et la prise de notes de ses pensées, mais aussi la prise de notes de médicaments, la prise de quelconque médicament, de quelconque petit geste qui pouvait faire penser à un réveil de coma. Je me mets à la place de ta maman parce que du coup, tu as été tout de suite amenée dans un hôpital public parce que tu étais seule, sans tes papiers, C'est ça. sans ta carte d'assurance, quoi, la chose qu'on pense qui peut jamais arriver. Oui. C'est arrivé et donc du coup, ta maman vient te chercher. C'est vrai que c'est compliqué, même s'ils ils ont fait, le mieux possible. Tu étais quand même dans un hôpital public. On peut imaginer aussi voilà, la différence qu'il peut y avoir Mm. au niveau des hôpitaux entre un privé et public dans un pays comme le Brésil. Elle se trouve dans un pays où elle parle pas la langue. Donc elle arrive à te transférer dans un hôpital privé, mais elle connaît pas Mm. la langue, elle connaît pas le pays. Et du coup, j'imagine que voilà, je me mets à sa place, elle voulait vraiment accompagner de près tout ce Mm. travail. Voilà. J'ai eu, on va dire, un travail de chirurgie en urgence qui a été formidable à l'hôpital public. Et dès qu'on a réussi à retrouver mon identité, on m'a transféré directement dans une clinique privée où le suivi était meilleur, dans de meilleures conditions. Et mes parents ont du coup pu me suivre tous les jours et être rassurés quant à mon suivi médical. Mm. C'est un point important. Je voulais savoir si dans ton processus du coup de, je sais pas comment on dit, de guérison, mais aussi De psychique, de reconstruction. reconstruction, c'est vraiment le cas puisque tu as vraiment dû te reconstruire au niveau physique et aussi au niveau Mental. mental. Est-ce que du coup, tu as voulu faire une enquête un peu sur ce qui t'était arrivé? Parce que comme tu disais que tu te souvenais pas du jour de l'accident, je sais pas vraiment ce qui s'est Mm. passé. Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu faire ce travail? Évidemment, j'ai beaucoup voulu faire ce travail et savoir si oui ou non j'étais coupable. Enfin, Coupable, euh, je trouve ça pas incroyable parce que moi, je pensais coupable, justement à la personne qui t'avait renversé. à savoir comment ça s'était passé vraiment. Il faut savoir que le Brésil est un pays quand même assez dangereux. Rio de Janeiro, c'est une ville où il y a beaucoup de voies rapides, où les gens roulent vite, où il y a plein d'obstacles. Et donc, Oui, je crois que toi, ce que tu voulais savoir, c'était si tu avais traversé sans regarder ou si c'est la personne qui t'avait pas vu, quoi. C'est ça. exactement. Et je pense qu'au niveau de psychologique, ça change énormément dans le sens où on sait si oui ou non on est une victime ou pas, ou moins, on va dire. Euh, Puisque j'ai voulu vraiment savoir si j'étais en tort ou non, si j'avais juste traversé sans regarder. J'ai cherché pendant très longtemps sans avoir aucune réponse. Et après, le travail, ça a été surtout d'accepter, On a tous le droit à l'erreur, hein, et tu c'est sais. ça, et d'accepter et de se dire, OK, cette partie-là de ma vie, je ne saurai jamais la vérité, mais c'est OK.
il faut que j'avance, il faut que je continue. Faut passer à autre chose. Il faut avancer. Et tu avances beaucoup. Et du coup, j'ai plusieurs questions du coup qui me viennent à l'esprit. À quel moment tu décides vraiment que tu vas publier ce livre? L'accident était il y En a 2017. voilà, il y a 8 ans environ, un peu moins de 8 ans. À quel moment tu termines le livre et à quel moment tu te dis je vais le publier? Alors, j'écris le livre petit à petit face à mes notes. Je mets 2 ans à le faire, à peu près. J'ai au début réécrit mes notes à l'ordinateur en me disant qu'il fallait pas que je perde ces carnets. Ensuite, j'ai rencontré un homme dans un train qui était le chef d'orchestre de chambre de Toulouse, Gilles Colliard, avec qui j'ai beaucoup discuté dans le train et qui m'a persuadé d'écrire un livre, de raconter mon histoire et de le partager, car les gens ont besoin d'avoir des exemples de résilience, des exemples pour relativiser et pour se dire qu'on peut tous y arriver, on peut tous le faire, que l'important c'est de garder espoir et que le meilleur reste à venir. Que le meilleur reste à venir. Ça vous résume bien. Est-ce que du coup, vous avez terminé vos études d'architecture et est-ce que vous êtes retourné au Brésil? Alors, il faut savoir que 2 ans après mon accident, je suis repartie à Rio. J'ai fait mon M1 comme c'était prévu à la base. D'accord. Je suis rentrée à Toulouse passer mon diplôme que j'ai eu. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'architecte dans des agences qui m'ont permis vraiment de me forger et de travailler sur cet aspect architecte. Mhm. Et l'année dernière, euh, il m'a fallu repartir à Rio pendant 5 semaines pour faire mon choix. Il me faut retourner à l'essentiel. J'ai vécu une expérience trop intense, trop enrichissante pour rester derrière un ordinateur toute la journée. Euh, il me faut faire mon chemin aussi en tant que coach sportif. Je suis actuellement au Krebs de Toulouse. Je fais une alternance chez Sport Pro Santé qui me permet d'avoir un aspect de sport et de vraiment d'aider les gens à bouger, à se dépasser, tout en ayant un regard sur la santé et sur les aspects du bien-être du corps euh, qui qui me m'aide à devenir éducateur sportif. Donc dans un mois, je serai diplômée, j'espère. Après, j'aimerais me spécialiser dans la santé et dans la rééducation pour moi aussi à mon tour faire euh, mon mon chemin et aider les personnes qui m'ont aidé, aider les personnes qui en ont besoin comme j'ai eu finalement il y a quelques années. Je trouve ça très très beau, je trouve ça très émouvant parce que vous parlez effectivement de toute la reconstruction de votre corps. Votre corps a été agressé, vous avez eu plein d'os cassés Oui, et aujourd'hui vous êtes en pleine forme physique. Vous oui. pouvez être avec le sport et aider les autres. Je ne peux que vous féliciter pour ce parcours Merci beaucoup. incroyable, Marion. Marion, vous m'avez expliqué comment vous êtes venue à écrire ce livre entre l'écriture et la publication, la diffusion aux autres, voilà, il y a une étape importante à franchir. Oui. Vous avez rencontré cette personne importante qui vous a encouragé à le faire. Comment vous avez réussi du coup passer du manuscrit sur votre ordinateur à la parution de votre livre? Pour trouver une maison d'édition, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. J'ai envoyé mon manuscrit à plein de maisons d'édition, les grosses maisons comme Gallimard ou Poche. C'était un peu envoyer une lettre sans savoir du tout comment ça allait se Une passer. bouteille à la mer. Une bouteille la mer, exactement, merci. Et puis les éditions Maya m'ont répondu assez rapidement et m'ont permis
de faire paraître ce livre dans les meilleures conditions sans que je n'ai à dépenser le moindre sou. Ce qui était important. Ce qui était important pour moi, puisqu'à l'époque, j'étais encore à peine une architecte, mais débutante. Débutante. Ça a été assez long, mais en même temps efficace, dans le sens où, du coup, grâce aux éditions Maya, j'ai pu rendre concret ce projet. Il y a un système de prévente qui m'a permis de finaliser cette édition et cette parution du livre qui est sorti en juin de 2024. Marion, je voulais savoir quel conseil donnerais-tu à des personnes qui sont passées par des accidents similaires, des accidents très durs, traumatisants, qui ont eu des longues périodes de coma? Je pense que le plus important, c'est d'être entouré et d'avoir un entourage qui vraiment te soutienne. La deuxième chose, ce serait de vraiment ne pas minimiser l'impact de la santé mentale, de vraiment d'être entouré par des professionnels de la santé, des psychiatres, des psychologues, de vraiment, on peut tout faire avec le mental. On peut vraiment aller très très loin. Et il faut booster ce mental, il faut le chérir, il faut faire vraiment très attention avec les idées noires, avec la dépression. C'est ce qui va être le plus important, je pense. C'est le mental qui permet la récupération physique. S'il n'y a plus de mental aussi. Si j'ai autant récupéré, c'est parce que dans ma tête, j'ai toujours gardé espoir. Je me suis forcée à être très forte mentalement et j'avais un entourage incroyable qui me le permettait aussi. Et je pense que avec le mental, on peut tout faire. Il faut vraiment se battre, continuer. Il faut y croire et puis il faut se battre et il faut des actions. C'est ça, exactement. Quel message souhaites-tu aussi à travers ton livre passer à tous les lecteurs, à ceux qui peut-être n'ont pas vécu d'accident, mais qu'est-ce qu'ils peuvent retenir, qui peut les aider dans leur vie, quelle qu'elle soit? Si j'avais un seul message, ce serait de garder espoir et de se dire que le meilleur reste à venir. Une très belle phrase pour terminer cette belle interview, Marion. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage aussi authentique que ton livre. Merci. Voilà, très sincère et vraiment très poignant. Et on te souhaite le meilleur car on sait que tu es très solide, Marion.